C'est beau, hein? Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez des bancs? Que je vous explique. Lorsqu'il la météo le permet, lorsque je rencontre une personnalité singulière, avec un parcours atypique, ou quelqu'un que je trouve très intéressant, eh bien j'ai très envie de vous le faire connaître, voilà. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je suis là, à Nancy, Villers-lès-Nancy exactement, au jardin botanique Jean-Marie Pelt, qui est absolument magnifique. Vous voyez, je suis à l'intérieur de la roseraie, voilà. Et j'attends donc mon invité. Vous allez voir, ça peut être passionnant. À tout de suite. Voilà. Bonjour Jean Kurt. Bonjour Didier. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Jean Kurt Keller. Jean Kurt, c'est d'abord un sourire. Un sourire chargé d'une grande capacité d'écoute. Un sourire désarmant et une voix très douce. Mais Jean, c'est aussi un auteur de livres que l'on ne trouve pas dans toutes les bibliothèques quand même, hein. C'est un spécialiste de l'écoute, spécialiste du conseil en relations humaines, de communication. Vous êtes également docteur en philosophie, c'est ça, hypnothérapeute, coach, auteur de pièces de théâtre et comédien. Pas auteur. Pas auteur, en tout cas, je joue. Comédien, oui, voilà, oui. vous jouez, vous faites du théâtre. Oui. Thérapeute de la communication humaine et pas spécialiste, mais grand connaisseur en arbres ou spécialiste. Dans une précédente vie, j'ai été ingénieur forestier. Ah ben quand même, voilà. Bon, on dit, c'est pas le garde champêtre. Non. Et moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est mais combien es-tu? Parce que pour faire tout ça, c'est énorme. J'aurais envie de te répondre, je suis un. Je suis. Oui, je suis moi. J'ai fait des études, mais depuis longtemps, depuis que j'étais gamin, je m'intéressais au théâtre. J'ai récité La Cigale et la Fourmi quand j'avais 5-6 ans. Oui, bien sûr. Ouais. J'ai monté des pièces de théâtre quand j'avais 11 ans. Hein. J'ai eu 2 spectatrices, ma sœur et sa copine. J'ai dû m'interrompre un temps, mais j'ai repris à l'époque du Festival mondial du théâtre. J'ai eu la chance de travailler avec les pointures, avec Rena Mereka, qui est une fabuleuse actrice de son équipe, avec Ludwig Flaschen. Voilà. J'ai fréquenté l'atelier de Michel Massé pendant plusieurs années. Et bon. Et puis avec des copains, on se disait, on va monter quelque chose. Alors, on a fondé un petit groupe de théâtre, on s'est fait un petit peu la main. Et là, tu continues le théâtre. Oui. Hein, tu es en spectacle en ce moment. Oui, nous jouons Le Roi du Bois de Pierre Michon. Avec un seul comédien en scène. Oui, toi. Qui est moi, oui. Ouais. Et le metteur en scène, qui est en même temps directeur de la compagnie de la musique, Mazurka Luxembourg, et Gilles Nossoro. Et cette pièce, tu la joues toujours. Disons que si tu étais sollicité pour la jouer, tu pourrais te déplacer pour la jouer. Bien sûr, bien sûr. La prochaine est prévue en novembre à Boulogne-sur-Mer. À Boulogne-sur-Mer, en novembre. Voilà, donc je voudrais aborder ta bibliographie maintenant, avec, j'ai noté, même si parfois j'ai du mal à me relire, le paradoxe dans la communication, la méthode thérapeutique de Palo Alto et l'intersubjectivité, une conception interactionnelle. Voilà. Du psychisme. Du psychisme, ouais. Du psychisme. Je crois que c'est ce livre-là. Ouais. Peut-être si tu veux deux mots là-dessus. Oui. Ah oui. Oui. Psychisme et communication. Oui. À l'origine, quand le mot psychisme est apparu vers la fin du 19e, et notamment sous l'égide de la psychanalyse, mais pas seulement, Freud était médecin. Et médecin, on conçoit le corps de l'homme comme formé d'appareils. Et par métaphore, il a utilisé celui d'appareil psychique pour désigner le psychisme. Mais il est clair qu'il n'existe pas ici, là ou là, dans vos orteils, de lieux où localiser le psychisme. Voilà. Et, mais il était conçu, depuis Freud et puis d'autres, comme quelque chose d'essentiellement individuel. Quelque chose qui est en nous, qui est inaccessible à d'autres, avec des choses qui sont secrètes, même qui sont secrètes pour nous-mêmes, les phénomènes inconscients. Voilà.
Et puis, dans le courant du XXe siècle, se sont développés un certain nombre de thèmes sur la communication interpersonnelle. Ouais. Et que il était peut-être vain, ou en tout cas incomplet, de définir l'homme essentiellement à partir de quelque chose qui lui appartient en propre et seulement à lui. Et de plus en plus, on a pris en compte ce qui se passe dans l'interaction entre les personnes. D'accord. Et d'où des théories de la communication. Là, c'est l'époque où on a, comment dirais-je, est né un mouvement qui s'est appelé la nouvelle communication aux États-Unis au lendemain de la guerre, et dans les années 50, 60, 70, 80. Mais quand on a voulu modéliser la communication entre les hommes, l'image que l'on avait, c'était celle de la cybernétique, c'est-à-dire l'ancêtre de l'informatique, oui. qui date de la fin des années 30, début des années 40. Oui. Et sous l'égide de divers scientifiques, mais dont des physiciens, qui étaient les patrons, on a essayé de modéliser la communication humaine à partir de la cybernétique. D'accord. Et d'où l'émergence de quelque chose qu'on appelle les sciences cognitives, donc basées essentiellement sur le raisonnement, la structure du langage, toutes ces choses. Et plus tard, on s'est rendu compte que la communication entre les humains avait bien d'autres dimensions, et surtout, la grande oubliée était l'émotion. L'émotion. Oui. Elle était oubliée de cette commission. On place l'homme dans l'altérité, oui. Et on oublie l'émotion. Oui, oui. D'accord. Et l'émotion, et en intégrant évidemment tous les gestes qui sont faits lorsque on se regarde, on se sourit, on se tape sur l'épaule, tout ça. Et les manifestations de ce qu'on éprouve comme ça, et qui est visible entre nous. Bien sûr. Et je reviens, tu vois, à cette image que tu oui, aimes, et que oui. j'aime beaucoup aussi. Oui. Tout ce qui se passe là entre ces deux personnages, le grand-père sans doute et son petit-fils, sans qu'il y ait un mot qui soit échangé. Oui. Mais où est la cognition là-dedans? Oui. Et tout ce qui se passe quand même. Et là, l'émotion, c'est ça quoi. L'émotion, elle est là. Quoi. Elle est là. Oui. Ouais. Et l'intersubjectivité, et non seulement ce qui se passe chez un individu et chez l'autre, mais ce qui se passe chez les deux lorsqu'ils sont en présence l'un de l'autre. Non seulement ce qui se dit, ce qui est modélisable, ce qui est enregistrable, ce qu'on peut taper sur ce qui est analysable, comme on sait le faire du langage, mais inclut également tout ce qui peut se produire entre deux individus en présence l'un de l'autre. D'accord. C'est une autre façon de voir, de concevoir le psychisme. La psychanalyse a sa théorie du psychisme, qui a été fondée par Freud, qui commence seulement à intégrer des données qu'on a qualifiées d'abord d'interactionnelles, et qu'on intègre maintenant dans un truc plus vaste qui est l'intersubjectivité. Subjectif qui appartient au sujet. Qui appartient au sujet. Oui, voilà, c'est ça, subjectif qui appartient au sujet. Oui, voilà, tout ce qui se passe entre les sujets. Voilà, tout ce qui peut s'entendre, s'analyser, se comprendre, comme le langage, etc. Tout ce qui peut se voir, comme des gestes, etc. Et tout ce qui est difficile à percevoir, mais qui se produit, qui est lorsqu'il y a des échanges d'émotions et des échanges de toutes sortes entre deux personnes. D'accord. Parmi les idées de ce livre, il y a celle selon laquelle le psychisme individuel se construit dans l'intersubjectivité. Le psychisme individuel se construit dans l'intersubjectivité. Oui. D'accord. On n'est pas seul. Oui. C'est les déterminismes. Oui. L'enfant, dès qu'il vient au monde, dès qu'il est dans une famille, il est là, il observe ce qui se passe, il imite, puis de temps en temps il fait papa. Il a dit papa. Et c'est dans l'interaction que il est là, papa. Et puis on se précipite vers lui. Il a dit papa. Tu vois la mise en valeur que ça fait. Bien sûr. Tout ça se construit dans le collectif. On a sorti l'homme de l'isolement, on l'a effectivement mis avec l'autre, avec les autres aussi. Voilà, c'est ça. C'est intéressant ça.
Et ça, c'est donc l'intersubjectivité du psychisme. Oui. Voilà, magnifique. J'ai compris. L'intrapsychique, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur Ouais. de communication interne entre ce que la personne fait, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle ressent, Ouais. et les interactions entre tout ça. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait dans le monde? On agit. Ouais. On agit sur l'environnement. Avant d'agir, on perçoit l'environnement, donc on se le représente. Oui. On agit, hein, et on éprouve des émotions. Hein. Quelle est la fonction des émotions? Elle est, s'il y a un danger, la peur me servira à me freiner dans mes envies Me de faire des protéger. choses, ou me faire réfléchir avant de commencer à agir. Au contraire, comment dirais-je, la gaieté, l'enthousiasme, l'emballement, etc., va me, avec la foi en soulève des montagnes. Comme on Oui, dit, bien sûr, oui, oui. Et, l'émotion apparaît comme un stimulateur ou comme un frein pour approcher le psychisme humain. L'art, de façon générale, est une très belle voie. Oui. L'art, la culture. Et tout ce qui cultive la sensibilité et qui nous rend, chacun d'entre nous, sensible à notre propre sensibilité. Mm. Hein. Et souvent, il m'est difficile de m'empêcher de danser lorsque j'écoute de la musique. Ah ouais. Par exemple, je sais pas quoi, des suites pour violoncelle de Bach. Mm. Je trouve ça. Et ce sont des suites de danse. Ouais. Mais c'est dansant, quoi. Ah oui. Et moi, quand je suis chez moi, que j'écoute un disque et que je suis debout, que j'écoute ça, je fais comme ça. Ouais. Donc on parle bien de 10 pas de variété, là. On parle de Bach et d'autres. Et toi, ça t'invite à la danse. Ah, oui. D'accord. Tu pourrais faire des pointes. Faudrait un peu de technique. Oui, un peu de technique. Je propose qu'on continue la promenade. Magnifique. Avec plaisir. Eh bien, nous revoilà. Voilà, donc nous sommes entourés d'enfants, on est en pleine cour de récréation. Quelque part, ça nous va bien. Oui, ça nous rajeunit. Oui, c'est ça. Mais bon, est-ce qu'on n'a pas toujours l'âge de la récréation? Si. Hein, quand Si. même. Oui. Bon. Oui, je voulais parler de ce qui m'a amené à la psychothérapie. Oui, voilà. En oui. fait, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été passionné par la question de l'homme. Hein. Je me rappelle que j'avais 10 ans peut-être. Mes parents étaient amis avec une institutrice à l'époque, et qui avait dans sa bibliothèque un bouquin de psychologie, comme on en trouvait chez les instituteurs de l'époque, avec les types psychologiques. Là. Oui, les Puis types. alors, oui. Alors j'avais ouvert ça, puis j'avais vu des petits dessins qui représentaient des gens, des schémas plutôt intellectuels, ou plutôt morpho-sociaux. Oui, Enfin, d'accord. Un petit peu de morphopsychologie. Ouais, j'avais vu moi la tête d'idiot notamment, j'avais vu des choses comme ça. Ouais. Et alors j'avais été fasciné par ça, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point j'étais intéressé par savoir ce que c'était que l'humain, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'ils ressentaient au fond d'eux-mêmes, là, puis qu'est-ce que je pouvais ressentir moi-même. Là. Et lorsque, alors étant ingénieur forestier, j'ai été amené à exercer des responsabilités dans la formation. Et à ce titre, j'ai rejoint l'université. Et là, j'ai eu de la formation à la psychologie des adultes, à la pédagogie des adultes, voilà, ce qui m'avait passionné. Oui. Je suis retourné sur le terrain, toujours gérer des arbres. Ah, oui, Et après, j'ai eu de nouvelles responsabilités dans un autre établissement où j'étais le directeur. Et là, je suis allé en sciences de l'éducation et je me suis formé à la psychologie, à l'anthropologie, à la socio, à la philo. Pendant cette période de ma vie, juste avant d'aller à l'université, je m'étais intéressé à la psychanalyse. Et je m'étais mis à bosser ça. J'avais des bouquins de Freud, j'ai tâté un peu de Lacan, c'était un peu compliqué pour moi. Et je pensais le monde, humain, à travers le prisme psychanalytique. Ouais.
J'ai même fait une psychanalyse qui se voulait didactique, on ne sait jamais. Si un jour j'avais envie de devenir psychanalyste, tu pourrais, ouais. Finalement, bon. Et c'est arrivé à l'université que j'ai entendu parler de la nouvelle communication, développée aux États-Unis, dont nous parlions tout à l'heure. Oui, oui. Et c'est notre professeur de philosophie qui nous a recommandé un certain nombre de bouquins, et parmi lesquels donc la nouvelle communication et un bouquin de Watzlawick qui s'appelait Pragmatics of Human Communication. Et je me rappelle d'un voyage en Bretagne que nous avions fait avec ma femme. Nous marchions sur la côte sauvage. Oui. Et nous aimions bien marcher tous les deux. Et puis j'avais le bouquin de Watzlawick dans ma poche, je le sortais, j'en lisais une page, puis je lui disais c'est bon, t'es prête? On y retourne. Toc, on remettait nos sacs et on repartait. Et en marchant, je réfléchissais à ce que. Et c'est la marche, comme chacun sait, est un des outils du philosophe. Ouais. Et c'est très bénéfique pour développer la pensée, la liberté, etc. Et alors quand on possède la science du psychisme, quand on possède tout ça, est-ce qu'on est à l'abri de tout et qu'on est condamné à vivre heureux? Non, je dirais non, pas du tout. Non, pas du tout. On a une connaissance littérale, littéraire, parler du fonctionnement, mais ça n'est pas pour autant qu'on apprend à agir sur soi-même. Bien sûr. Ouais. Pour ça, un outil que j'ai rencontré, c'est la philosophie, notamment la philosophie antique, et notamment les stoïciens. Et j'ai retenu notamment, pour être heureux, savoir distinguer ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas. Parole de la sagesse. Oui. Et si je me crois malheureux ou contrarié par quelque chose, je me demande si cette chose dont je me dis qu'elle me contrarie, si elle dépend de moi ou si elle n'en dépend pas. Et si je me dis qu'elle n'en dépend pas, et que j'écoute le stoïcisme, je me dis, si ça ne dépend pas de toi, tu détournes ta pensée de ça, c'est tout. Et Épictète disait, par exemple, j'ai un ami qui vient me dire que M. Dupont a dit du mal de moi. Qu'est-ce que je dois lui répondre? Alors, je lui réponds, il ne me connaît pas. Et je peux même ajouter, et s'il me connaissait, il en dirait de bien pire. Et là, ça me met à distance. Oui, voilà. C'est magnifique, ça. Ouais. Donc la philosophie, c'est encore un levier extraordinaire. Oui. Et que je ressens là, comme profondément à la base de ce que des réflexions sur lui qui se veulent scientifiques. À la suite de quoi je me suis lancé dans un désir de me former à la psychothérapie. Je me suis formé à Liège, à l'Institut Gregory Bateson, qui dépendait de cette école de Palo Alto. Et puis j'ai pris ma retraite et puis j'ai commencé à exercer. J'ai ouvert un cabinet. Ce qui m'a frappé alors, c'est que dans ce domaine de la thérapie qu'on qualifiait d'active, par rapport à la psychanalyse qui est plus interprétative, si je peux, il y avait X familles de psychothérapie qui semblaient se référer aux mêmes auteurs ou aux mêmes théoriciens, mais qui étaient plus ou moins en concurrence les unes avec les autres, tout ça. Oui. Et ça me gênait. Et la recherche qui a été la mienne, c'était comment est-ce qu'on pourrait trouver un discours qui explique à la fois les thérapies X, Y, Z, et puis montrer qu'elles vont toutes ensemble dans la même direction. Oui. Et ce qui est à l'origine de ce bouquin, c'est cette C'est ça, effectivement. Et quand j'ai rencontré le concept d'intersubjectivité chez certains philosophes, je me suis dit, il y a là quelque chose à creuser. Et le résultat de ce creusement, c'est ça. Eh bien voilà, je ne sais pas si on a terminé. En fait, on se balade et quand Jean Kurt a envie de dire des choses, on s'arrête et puis on continue notre conversation. Donc je dis peut-être à tout à l'heure, sinon au revoir et merci Jean Kurt. Avec plaisir.